La parole est à Madame Lamia El Harraj. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues. Je tiens tout d'abord à dénoncer la violence inacceptable qui s'est produite dans la Drôme. Nous estimons au sein du groupe socialiste et apparenté que la violence n'a pas sa place dans le débat démocratique et nous tenions à l'affirmer aujourd'hui devant nous toutes et tous qui représentons aujourd'hui la nation. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la situation que nous traversons impacte durement le moral et le portefeuille de nombre de nos concitoyens. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les plus éprouvés sont ceux qui l'étaient déjà, les plus fragiles socialement. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la pauvreté explose et que les jeunes sont particulièrement concernés. Ces jeunes sont divers, jeunes actifs, jeunes en cours d'insertion, jeunes en apprentissage, jeunes étudiants, mais ils ont un point commun, le chômage comme seul horizon, l'isolement en perspective continue et un amer sentiment d'abandon. Comment pourrions-nous nous résoudre à ce qu'1,5 million de jeunes vivent sous le seuil de pauvreté aujourd'hui en France, que 30% des jeunes de moins de 25 ans soient touchés par le chômage? Comment pourrions-nous nous résoudre à ce que nos jeunes fassent la queue aux distributions alimentaires ou choisissent entre leur loyer et leur subsistance? Monsieur le Premier ministre, il est temps de leur donner le minimum de ce que nous leur devons. Mettez en place le RSA pour le moins de 25 ans. De nombreux territoires sont prêts à l'expérimenter. Aussi, je vous relais l'appel de 15 présidents de département et de la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour vous demander de retrouver un minimum de cohérence avec l'héritage social de notre pays en permettant cette expérimentation. Cessez de vous entêter avec des arguments idéologiques sur l'assistanat et le travail. Personne ne rêve de vivre avec le RSA. Il n'est que le retour à un minimum de dignité pour subsister, dignité justement nécessaire pour reprendre des parcours de formation et intégrer le monde du travail. Alors, Monsieur le Premier ministre, je vous le demande solennellement, pour que nos jeunes puissent rêver encore, permettez-leur déjà de se nourrir. Je voulais, au nom de mon groupe, dénoncer l'agression dont a été victime le Président de la République, qui est une injure à notre démocratie et à nos institutions. Le 2 juin dernier, les services d'appel dédiés aux urgences ont été inaccessibles durant 7 heures. Des heures mortelles interminables, avec des conséquences tragiques que nous connaissons. Confiée à Orange, cette mission de service universel ne pouvait se faire sans exiger un système alternatif garantissant un fonctionnement vital pour la population. Et ma question pose moins le problème de la réaction de l'État, dont je salue les acteurs, mais la question de la prévention. Cette panne technique inimaginable, tant nous pensions ce dispositif garanti par un système alternatif, a par ailleurs mis en lumière de manière dramatique la très grande fragilité de notre système d'accès aux soins. Pas de médecins de proximité, pas de médecins de garde, personne sur le territoire pour prendre le relais de cette défaillance qui vient décupler l'inquiétude légitime des personnes vivant dans les déserts médicaux. Et nous savons tous ici que les efforts des collectivités locales, quelquefois dans la surenchère, ne peuvent remplacer une vraie politique nationale de santé publique. Ce qui vient de se passer est très grave. Au pire moment des tempêtes de 99 ou de Xintia en 2010, alors que la France était dévastée, le système de communication a toujours fonctionné. Nos concitoyens ne peuvent être à la merci d'un tel échec qui jette par ailleurs un terrible doute sur l'ensemble des systèmes de sécurité de l'État. Alors, Monsieur le Premier ministre, comment a-t-on pu en arriver là? Quelles sont les procédures de vérification mises en œuvre? À quel rythme et par qui? Quel financement traitant de cette question de sécurité a été mis en place? Que dites-vous à nos concitoyens qui vivent déjà dans des territoires sans médecins et qui constatent que même des soins d'urgence, ils peuvent être privés? Je vous remercie. Ministre, après la crise, il y aura le monde d'avant, il y aura votre monde d'avant et les réformes auxquelles vous n'avez pas renoncé, de mauvaises réformes. Après le « quoi qu'il en coûte », que chacun avait salué, il commencera à en coûter à beaucoup de nos concitoyens et d'abord aux plus modestes. Et cela commencera le 1er juillet prochain avec la brutale réforme de l'assurance chômage faite contre les partenaires sociaux, une première depuis 40 ans, une brutalité faite au paritarisme. Dans quelques jours, le Conseil d'État examinera leur recours. Vous avez durci les conditions d'entrée dans l'assurance chômage. Vous avez durci les conditions pour s'y maintenir. Vous avez durci les règles de calcul de l'allocation chômage. Et cela va en coûter à celles et ceux qui, bien malgré eux, alternent CDD et intérim. 1,15 million sur les 2,8 millions de chômeurs qui entreront dans l'assurance chômage à partir du 1er janvier seront les perdants de votre réforme, ce sont les chiffres de l'UNEDIC.
Leurs allocations baisseront en moyenne de 17%, je dis en moyenne, parce que 365 000 chômeurs verront leur allocation baisser de 30%, de 885 € à 662 € par rapport à la situation actuelle. Et parmi ces nombreux perdants, il y aura 340 000 jeunes de moins de 25 ans et vous prétendez défendre la jeunesse. Ce ne sont pas là seulement des chiffres, ce sont des vies abîmées dans tous nos territoires. En Île-de-France, 200 000 perdants. En Auvergne-Rhône-Alpes, 128 000 perdants. En Nouvelle-Aquitaine, 100 000 perdants. Dans les Hauts-de-France, 110 000 perdants. Dans les Landes, chez moi, il y aura plus de 7 500 perdants, dont près de 2 200 jeunes. Dans la Sarthe, 9 600 perdants, dont 3 700 jeunes. En Seine-Saint-Denis, plus de 33 000 perdants, dont plus de 8 000 jeunes. Monsieur le Premier ministre, ce sont autant de familles que vous allez enfoncer dans la difficulté. Monsieur le Premier ministre, allez-vous entendre enfin les partenaires sociaux, entendre les parlementaires, entendre les chômeurs nombreux qui vont payer chèrement le retour du monde d'hier? Allez-vous retirer cette réforme brutale? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, l'INSEE estime que depuis le premier confinement, 29% des ménages auraient leur revenu mensuel en baisse entre mars 2020 et mars 2021. L'Observatoire des inégalités, dans son rapport 2021, conclut que la crise sanitaire agit comme un accélérateur des inégalités. Elle précipite dans la pauvreté des personnes qui en étaient proches. Votre gouvernement met en œuvre sa réforme de l'assurance chômage dans un contexte où beaucoup de Français ont encore la tête sous l'eau. D'après l'étude d'impact menée par l'Unédic, 1 150 000 personnes vont constater une baisse moyenne de 17% de leur allocation, dont 345 000 jeunes. Qui sont ceux qui pâtiront de cette réforme? Les personnes qui alternent des contrats courts, de l'intérim et des périodes d'inactivité, non pas par choix, mais par impossibilité de trouver des emplois stables. Elle frappera à nouveau les jeunes à qui vous ne proposez que des dispositifs précaires. Cette réforme va toucher les régions où le taux de chômage est le plus fort. Près de 10 000 personnes dans mon département des Côtes-d'Armor, plus de 52 000 personnes en Bretagne et aussi 200 000 personnes en Île-de-France, dont 45 000 jeunes. Vous vantez une réforme porteuse de justice sociale grâce au bonus-malus sur les contrats courts. Vous oubliez de préciser que ce dispositif n'entrera en vigueur qu'à l'automne 2022, alors que les effets dévastateurs de votre réforme seront effectifs dès ce mois de juillet. Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas que nos concitoyens les plus précaires ont déjà lourdement payé cette crise? Quel est le but de cette réforme, si ce n'est de faire des économies, une fois de plus, sur le dos des plus vulnérables? Je vous le demande, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, abrogez cette réforme. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, alors que le Président de la République souhaite consacrer sa dernière année de mandat à des réformes sociales, le calcul en temps réel des APL est un ratage complet. Cette réforme devait avantager ceux qui connaissent une chute subite de revenus. Elle devait surtout permettre à l'État d'économiser 750 millions d'euros. Les chiffres révélés hier confirment qu'elle a fait plus de perdants et de manière plus rapide que prévu. Et ceux qui en font les frais sont en grande majorité les jeunes. Pour le mois de janvier, on compte 8,4% d'allocataires en moins. 41% des allocataires ont vu baisser leur APL. Sans la réforme, leur aide n'aurait pas diminué ou moins rapidement. Faut-il s'étonner de tels résultats en l'absence d'une étude d'impact? Pour les jeunes, le recalcul des APL tous les 3 mois est très impactant. En raison d'un effet de rattrapage brutal, tous sont perdants. Et le dispositif mis en place par Action Logement n'a pas suffi, tant les besoins sont importants. Madame la ministre, quelles mesures comptez-vous mettre en œuvre pour vraiment compenser cette réforme? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, j'associe mon collègue Christian Redon-Sarrazy à cette question. Depuis plusieurs années, la Poste est en réorganisation permanente. Si l'on peut comprendre certaines évolutions pour répondre aux besoins des usagers, il est des décisions incompréhensibles et lourdes de conséquences, tant en matière d'emploi, d'aménagement du territoire que de services rendus. C'est le cas aujourd'hui de la restructuration des services financiers. Nous avons appris le 4 juin dernier la fermeture des services de relations clients de 5 centres financiers employant près de 500 personnes. À Limoges, ce sont 150 femmes et hommes qui sont directement concernés par ces décisions, alors même que ce centre est reconnu nationalement pour ses performances et la qualité de ses conseils. Or, le choix de fermer ces services ne tient aucun compte d'éléments qualitatifs objectifs
mais de l'éventuelle facilité à reclasser les salariés concernés. Je dis bien « éventuelle » car les possibilités de reclassement ne considèrent ni les grades, ni les compétences, ni les traitements et salaires. Cette décision semble s'inscrire dans une stratégie de concentration d'activités au sein de certaines grandes métropoles. Pourtant, préserver l'activité et les emplois qualifiés répartis équitablement sur l'ensemble du territoire national est un impératif pour réduire les inégalités territoriales. La Poste doit avoir les moyens d'assurer ses missions de service public confiées par la loi. Une présence territoriale équilibrée y contribue et la fermeture de ses services financiers serait un recul supplémentaire. Monsieur le ministre, considérant le poids de l'État au sein du groupe, quelle action envisagez-vous pour préserver les emplois et le maillage territorial qui ont fait les preuves de leur efficacité ?